En compost de qualité, un outil pour favoriser la fertilité des sols et la santé des plantes. Bonjour. Après une courte introduction sur la fertilité des sols, je vais vous présenter les effets des composts sur la fertilité du sol et sur la santé des plantes. Puis, je vais discuter l'assurance qualité des composts et le choix du compost en fonction des buts recherchés. Et cela, je terminerai avec quelques conclusions. La fertilité du sol est la caractéristique des sols vivants. Un sol fertile est un qui apporte régulièrement de bons rendements. Il est caractérisé par ses propriétés physiques, c'est-à-dire les espaces de vie et de travail pour les organismes du sol et les racines des plantes, un apport suffisant d'oxygène. Une bonne structure de sol est une structure stabilisée et portante sans compactage. Nous avons aussi les propriétés chimiques du sol, sa teneur en nutriments et parfois en polluants. Un sol fertile apporte aux plantes tous les éléments chimiques et composés organiques nécessaires à sa croissance. Enfin, les propriétés physiques du sol correspondent aux activités de transformation des éléments chimiques, par exemple la minéralisation. Nous avons là aussi une autorégulation de l'équilibre écologique, et ceci est les animaux, plantes et micro-organismes qui vivent dans ce sol. Un compost influence la fertilité du sol en apportant des nutritifs, non seulement des macro-éléments, mais aussi des oligo-éléments qui sont extrêmement importants pour l'équilibre du sol et pour la santé de la plante. Un compost amène aussi de la matière stable dans le sol, plus ou moins stable, suivant les intrants que l'on a compostés et son état de maturité. Cela influence la structure du sol en diminuant la densité du sol et en augmentant la porosité du sol et son aération. Nous avons aussi une meilleure pénétration et rétention de l'eau. De nombreux travaux montrent qu'un sol amendé régulièrement avec du compost a une bien meilleure rétention en eau que le sol sans compost, ce qui est de plus en plus important à nos jours avec les sécheresses estivales qu'on rencontre de plus en plus souvent. Nous avons aussi une réduction de l'érosion grâce à la meilleure structure du sol, soit à l'érosion éolienne, comme l'a montré Hartmann ou De Vos, soit l'érosion due à l'eau, comme l'ont montré Ojeda ou Basofi. Nous avons aussi un effet sur le pH du sol. En apportant 25 tonnes de matière tous les 3 ans sur un champ, ce qu'on a le droit de faire en Suisse, nous apportons aussi environ 1500 kg de CaO équivalent, soit 500 kg par année. Ce qui permet un chômage d'entretien et aussi, suivant les sols, de redresser la valeur pH comme l'ont montré nos essais réalisés dans les années 2000 au FIBOL. Enfin, nous avons les effets du compost sur la biologie du sol, c'est-à-dire les effets indirects par l'influence des propriétés du sol, comme l'amélioration de l'aération, aussi avec l'apport de substrats pour les micro-organismes du sol, et enfin par l'apport des micro-organismes présents dans le compost. Ainsi, on arrive à améliorer les microbiomes du sol et à augmenter l'activité microbiologique de ce sol. Au niveau de la santé des plantes, nous avons aussi des effets indirects, améliorant la structure du sol, en apportant des éléments nutritifs, en régulant le bilan hydrique, en luttant contre l'érosion, en améliorant la vie microbienne du sol. Nous favorisons un meilleur climat pour la croissance de la plante, qui est alors moins stressée, et une plante moins stressée est aussi moins sensible aux maladies. En plus, nous avons les effets directs de microflore du compost qui influencent directement la microflore du sol. Mais à ce niveau-là, chaque compost n'est pas égal à chaque compost. En prenant cet exemple d'un champ que l'on a prélevé et sur lequel on a fait croître du cresson. On a rajouté aussi du Pythium ultimum, un agent pathogène qui tue le cresson lors de sa germination. On a testé ensuite 2 composts et on voit que le compost A n'a pas du tout protégé les cressons contre la maladie, alors le compost B a donné une protection pratiquement complète. Lorsqu'on stérilise ce compost B, à ce moment-là, on n'a plus d'efficacité de protection de ce compost. De cette expérience, on peut dire 2 choses. D'une part, il y a des composts actifs et des composts moins actifs contre les maladies des plantes et que cette activité est due principalement à l'activité microbienne. Ceci est employé dans la pratique, par exemple dans les terreaux de culture.
Ici, nous avons à gauche de la tourbe avec une fertilisation minérale, puis de la tourbe avec une fertilisation organique. Ensuite, nous avons la même tourbe que celle-ci avec un tiers de compost, 2/3 ou que du compost. En haut, nous avons les agents pathogènes et contre en bas, nous avons toujours augmenté la dose de pitchum que l'on a mis dans cette tourbe. Et on voit très bien que dès qu'on met un tout petit peu d'agents pathogènes dans la tourbe compost, on a très vite des dégâts très importants aux plantes, car le pitchum n'a pas de concurrence et peut se développer très fortement dans cette tourbe. En mélangeant du compost dans la tourbe, on va occuper l'axe microbiologiquement et ainsi l'agent pathogène n'arrive plus à se développer. On a beaucoup moins de maladies. Bien sûr, si on met des quantités trop importantes de pitchum, on aura quand même de la maladie, beaucoup moins que si on n'a pas de compost. Après la stérilisation du sol à la vapeur, l'emploi de compost est aussi extrêmement intéressant. On a deux problèmes qui résultent de la stérilisation du sol à la vapeur. D'abord, on a le développement de molécules toxiques dues à la décomposition des substances organiques tuées lors de l'utilisation du sol. On voit sur cet exemple ici un sol pas traité. Au milieu, on a le sol traité à la vapeur sans apport de compost. Et on voit que les tomates que l'on a repiquées au sol un jour après le traitement, au stade cotylédon, on voit que ces tomates poussent mal, elles restent petites et elles ont une drôle de couleur. C'est les symptômes typiques de toxicité au nitrite. Après l'apport de compost, on a mis 10% de compost dans ce sol ici. Après la stérilisation à la vapeur, quand la température du sol était redescendue à environ 40 degrés, les micro-organismes du compost ont directement dégradé les substances toxiques et on voit que les plantes de tomates poussent parfaitement. Le deuxième problème est que lorsqu'on stérilise la vapeur, on tue tous les micro-organismes, qu'ils soient nuisibles ou utiles. Après, on a un sol vide, et dans ce sol vide, on voit ici que dès que l'on met un peu d'agent pathogène dans ce système, il peut se développer et les plantes ici de concombre dépérissent très rapidement toutes. En mettant du compost dans cette terre, on fait la place microbiologiquement et il nous faut mettre beaucoup plus d'agents pathogènes pour avoir la même pression de maladie. En plein champ, nous avons fait des tests en mettant du compost sur une moitié de champ plusieurs années et pas sur l'autre moitié du champ. Ceci était fait sur un champ maraîcher employé de manière intensive. Après 5 ans, nous avons prélevé des échantillons de sol dans les deux moitiés. Et on voit que le sol provenant de la moitié de champ sans compost a un développement de la maladie due au pitchum que l'on a ajouté beaucoup plus important que le sol provenant de la moitié de champ qui n'a jamais reçu de compost. Ceci est aussi intéressant dans les sols fatigués. Par exemple, dans le cas de la maladie de levée des épinards. Il y a un champ d'un agriculteur qui met beaucoup d'épinards dans sa rotation de culture. Et on voit qu'après quelques années, ces épinards ont de la peine à lever ou meurent relativement rapidement après la levée. Nous avons ici différents organismes antagonistes hachés sur le commerce. On voit ici à gauche. Où on a testé aussi du compost. Et on voit que l'effet du compost était nettement meilleur. Là, le compost, dans ce cas-là, c'est qu'il amène pas seulement un ou deux micro-organismes antagonistes, mais il amène tout un complexe microbien qui est beaucoup plus stable et qui peut s'adapter aux différents sols dans lesquels on l'amène. Dans le cas de la maladie de l'hernie du chou, là aussi, on a prélevé du sol chez un producteur qui avait des gros problèmes d'hernie du chou. Ici, on voit dans le test l'hernie du chou qui se développe sur ses pousses de chou de Chine. En ajoutant 10% de compost, nous n'avons pratiquement aucun développement de l'hernie du chou. Dans ce cas-là, on ne savait pas si cela provenait de l'effet pH, car l'hernie du chou n'aime pas les pH plus élevés, ou si ça provenait de la biologie du compost. Alors nous avons répété l'essai avec du compost ou le même compost qu'on a stérilisé. Et on voit qu'en stérilisant le compost, nous avons une maladie qui se développe, alors qu'on n'a pas de développement de maladie lorsque le compost n'est pas stérilisé. Ce qui montre que l'effet de suppression des maladies ici, dans ce cas-là, est dû tout aux micro-organismes vivant dans le compost. Dans le cas du rhizoctone de la pomme de terre, ce sont des travaux de Christian Bruns en Allemagne. Lui, il a mis le compost très mûr
directement sur les tubercules de compost lors de la plantation. Et ainsi, il a réussi à diminuer significativement l'incidence du rhizoctone et il a pu augmenter de près de 50 décitonnes la quantité de pommes de terre commercialisables, ce qui correspond à pratiquement 1 000 € par hectare, ce qui est évidemment très intéressant pour l'agriculteur. Les produits résultant du compostage peuvent avoir, suivant leur qualité, contraire. Par exemple, on peut avoir des composts comportant encore des agents pathogènes ou des adventices, si on n'a pas bien dominé le processus de compostage. Ou bien on peut avoir des composts avec un fort pouvoir de suppression des maladies. On peut aussi avoir des composts provoquant des fins d'azote dans le sol, comme des composts ligneux très jeunes, ou des composts libérant beaucoup d'azote dans le sol à disposition des cultures. On composte avec un fort effet fertilisant ou d'autres avec un effet important sur l'humus et sur la structure du sol. Donc, pour obtenir les effets positifs décrits jusqu'ici, une qualité approchable des composts est nécessaire. L'assurance de qualité des composts ne se limite cependant pas à la gestion du processus de compostage lui-même. Il va de la collecte des intrants jusqu'à l'utilisation de lui, c'est-à-dire le concept de la collecte des déchets organiques est important, puis le choix du système de compostage, la réalisation du mélange de départ, la conduite du processus proprement dite, la régulation de l'humidité, de l'aération et le brassage d'état, le stockage des produits finis pour pas qu'un bon compost se dégrade pendant le stockage, et enfin le choix du compost en relation avec l'utilisation désirée. Les principaux points à prendre en compte dans le concept d'assurance qualité sont les suivants. D'une part, la teneur en matière étrangère. Ceci se fait grâce à la sélection des intrants et au conditionnement des produits finaux par tamisage ou aspirateur à plastique ou aimant ou trioptique. Ensuite, au niveau des polluants organiques, c'est le choix des intrants qui est extrêmement important. Pour les agents pathogènes et les adventices, c'est la gestion du processus qui est décisive. Au niveau du risque d'immobilisation d'azote dans les champs, c'est le compost et son degré de maturation qui est important, tout comme la gestion du processus. Pour les risques dus à la salinité, qui sont des risques importants pour les cultures spéciales, comme en horticulture, c'est le choix des intrants qui est décisif. Au niveau de l'apport d'humus stable, le choix des intrants est important. On sait par exemple que le bois produit des humus beaucoup plus stables que par exemple le fumier. La gestion du processus et le degré de maturité est important. Au niveau des effets fertilisants, le choix des intrants est aussi important, mais dans ce cas-là, c'est plutôt les fumiers qui auront un effet meilleur. Et ensuite, la gestion du processus et le degré de maturité jouent un rôle très important, en particulier pour la disponibilité de l'azote. Au niveau de l'effet des suppressions des maladies, le choix des intrants est important. On sait que les composts ligneux sont souvent plus suppressifs aux maladies, car les micro-organismes impliqués dans la décomposition du bois sont souvent des antagonistes connus comme les trichodermes. Ensuite, évidemment, la gestion du processus et le degré de maturité est également très important. Le choix du compost dépend de l'utilisation prévue et des effets recherchés. Qu'est-ce qu'on veut? Un effet fertilisant à court terme, ou bien améliorer à long terme la structure du sol, ou améliorer le pH du sol, ou bien plutôt protéger ses plantes contre les maladies, ou employer du compost comme composant pour les substrats de culture, ou est-ce qu'on emploie en grande culture, en culture spéciale, sous abri, en plante en pot? Quel est le type et l'état du sol dans lequel on va le mettre? Tous ces facteurs-là vont influencer le choix du compost. Si la stratégie employée est aussi à choisir en fonction des cultures, conditions climatiques et des effets recherchés. Par exemple, suivant la culture, on va mettre du compost sur toute la surface parcelle ou on va le concentrer sous la ligne ou dans la butte. Pour les cultures sensibles en sel ou au pH élevé comme en horticulture, on va peut-être choisir des composts plus faibles en éléments fertilisants, avec des quantités moins importantes. On va aussi différencier si on a des plantes légumineuses ou non légumineuses, leur relation à l'azote étant complètement différente. Et si on a des risques phytosanitaires, comme des risques dus à des présences d'agents pathogènes dans le champ qui aiment bien la matière organique très fraîche, on va choisir des composts plus mûrs et pas mettre des composts très jeunes. Aussi, les conditions climatiques peuvent jouer un rôle. Au printemps, on va évidemment choisir dans les sols froids des composts libérant l'azote ou faire une fertilisation azotée après les moissons. Par contre, on va peut-être choisir plutôt exprès un compost qui bloque l'azote pour essayer de capter les restes d'azote dans le sol, cet azote étant relibéré 1 ou 2 mois après dans la culture suivante.
Et suivant les effets recherchés, si on cherche plutôt une amélioration de la structure du sol ou un effet fertilisant, on va jouer aussi sur les stratégies au niveau des quantités et des fréquences des apports. En conclusion, un compost de qualité a des effets positifs sur les propriétés chimiques, physiques et biologiques des sols. Il a aussi des effets phytosanitaires en diminuant la pression des maladies sur les plantes. Les composts sont des produits précieux pour les producteurs de plantes, à condition que leur qualité soit irréprochable, que le choix du produit soit en adéquation avec les objectifs de l'application et si la stratégie d'application est correcte. Il faut aussi bien se rendre compte que le compost n'est qu'une pièce de la mosaïque de la production agricole. Il faut l'intégrer de manière sensée avec les autres méthodes culturales et les autres mesures de gestion de la fertilité des sols. Pour ceux que ça intéresse, il y a cette publication qui a été faite dans le cadre d'un projet COST européen qui est à télécharger gratuitement sur biofit.ch ou sur OrgPrints. Je suis à votre disposition pour des questions. Merci de votre attention.